Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur comment optimiser la gestion des demandes clients via une orchestration agile des parcours omnicanaux. Merci à tous d'être présents. Pour présenter rapidement les modalités de ce webinaire, il se déroulera en 3 temps. Le premier avec un tour de table afin que chacun des intervenants puisse se présenter. Le second avec la restitution de notre benchmark exclusif TNP Dial-Once réalisé auprès de plus de 200 entreprises multisectorielles. Et le dernier temps avec une interview afin de récupérer les témoignages de nos 2 invités de marque, Sandrine Beltran et Ludovic Mauger, autour de différents sujets tels que la satisfaction client ou encore la stratégie omnicanal. Je laisse Sandrine se présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc Sandrine Beltran. Moi, j'ai rejoint la Banque Postale il y a 18 mois et j'ai en charge la direction des services relations clients. Ludovic. Bonjour, Ludovic Mauger. Moi, je suis depuis 2 ans en charge de la tour de contrôle de leurs relations clients qui vise à définir en fait un socle commun d'orchestration et de distribution de tous les flux de la relation client auprès du conseiller référent de la relation bancaire. Merci, Adrien. Bonjour à tous, Adrien Lesage, je suis en charge du commerce chez Dial-Once, qui est éditeur de logiciels spécialisé sur les parcours de contact omnicanaux. Merci. Et du coup, Raphaël Galvez, manager chez TNP. TNP Consultant, c'est un cabinet de conseil français, hybride et indépendant, leader de la performance. Nous accompagnons les principaux acteurs de la place dans leur transformation digitale, opérationnelle et IT. Nous intervenons sur l'ensemble des secteurs. Nous disposons de multiples expertises, dont notamment une liée à l'excellence de la relation client. D'un point de vue modalité, vous pouvez poser en fait tout au long du webinaire des questions, dans la rubrique questions ou dans le chat. Nous sélectionnerons en fait certaines questions en live pour y répondre lors des témoignages de nos clients. D'ailleurs, dans la rubrique questions, si une question vous paraît pertinente, vous pouvez cliquer dessus afin qu'elle apparaisse en haut de la pile. Quoi qu'il arrive, nous répondrons à l'ensemble des questions a posteriori. Également, nous souhaitons vous faire participer avec 2 sondages dans la rubrique sondages qui sont quel volume de contact estimez-vous self-carisable et le deuxième sondage, quel niveau de qualité de service constatez-vous sur 2021. N'hésitez pas à répondre dès maintenant puisque ça viendra alimenter nos différents échanges. Je vous propose désormais de passer sur la présentation de notre benchmark TNP Dial-Once. Pour replacer un petit peu le contexte, ces dernières années, les entreprises ont développé leur capacité de réponse par canal au fur et à mesure de l'adoption de ces derniers par les clients, le téléphone, le mail, les formulaires web, le chat ou encore les applications mobiles. En parallèle, les exigences des clients ont évolué. Ils sont désormais habitués à de nouveaux standards tels que la disponibilité illimitée ou encore la personnalisation accrue. Et c'est d'ailleurs une des problématiques puisqu'en fait, les clients souhaitent retrouver tous ces standards sur l'ensemble des canaux de relation avec l'entreprise. Le premier enseignement de notre benchmark TNP Dial-Once est que les entreprises ces dernières années ont accumulé les canaux d'interaction, adoptant ainsi une stratégie multicanal. Silotée, cette stratégie est incompatible avec les parcours clients actuels, qui peuvent démarrer sur un premier canal et se poursuivre sur un second, voire un troisième. C'est d'ailleurs tout l'enjeu en fait de l'omnicanalité, avec une interconnexion en temps réel des différents canaux sans perte de données, afin d'offrir des parcours clients fluides et perméables. Ce qu'on observe, nous, chez nos clients, c'est qu'un des freins majeurs à cette omnicanalité réside dans les organisations avec des directions, marketing, développement, etc., qui développent leurs propres outils communautaires, fonctionnent en silo et définissent leur propre processus de réponse aux demandes clients. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, ce qu'on constate, c'est plusieurs univers qui cohabitent ensemble, sans pour autant former un tout pour répondre au plus juste à la demande du client. Par exemple, un des paradoxes qu'on observe réside avec les agences physiques qui sont à la fois le canal le plus transformant d'un point de vue business, mais dans bien souvent des cas, le canal le moins bien intégré au sein de l'organisation omnicanal. Notre conviction, c'est que l'omnicanalité passe par la définition d'un dispositif, d'un pilotage et d'une organisation qui réconcilie d'un côté toutes les activités des clients et de l'autre toutes les activités des conseillers et ce, sur l'ensemble des canaux. Ça implique notamment le fait de pouvoir à chaque fois identifier l'intention du client et mettre en face les compétences clés pour y répondre à sa demande. Le second enseignement qu'on a
sur notre benchmark TNP Dial-Once est que l'accroissement continu des canaux et des usages, ce que vous pouvez voir juste après, des canaux et des usages ont entraîné une augmentation au global du volume d'interactions clients et plus de complexité à gérer justement ces interactions dans une approche omnicanal. Intuitivement, on aurait pu penser que déployer un nouveau canal auprès des clients permettrait de remplacer un certain nombre d'interactions existantes sur un canal auparavant déployé. Ce n'est pas le cas. Mettre à disposition des nouveaux canaux, notamment les canaux digitaux synchrones, augmente au global le volume d'interactions clients à traiter, ce qui pose un réel défi d'un point de vue technique et organisationnel pour les entreprises pour pouvoir traiter l'ensemble des interactions clients. Et un deuxième point qui est important aussi, comme vous pouvez le voir, c'est que le canal téléphonique, canal historique, reste le canal le plus prépondérant, avec en moyenne 80% des interactions captées via ce canal. Ce que ça illustre, c'est que certes, il est important d'investir sur des nouveaux canaux puisque c'est répondre aux nouveaux standards des clients, mais il faut continuer d'investir sur le canal téléphonique si besoin pour satisfaire le plus grand nombre de clients. Et alors, ce qu'on voit, ce qu'on a fait une étude, qu'on va vous montrer là sur la slide, auprès de 200 acteurs multisecteurs sur 3 KPI majeurs. Le premier KPI, la slide suivante, le premier KPI, c'est la qualité de service. Hein, pour chaque client qui contacte une entreprise, donc combien va réussir à joindre un conseiller au téléphone. Hein. Donc ça, c'est un KPI clé. Et on remarque qu'il y a différents... Alors, la moyenne, c'est 80%, ce qu'on remarque multisecteur, mais en fait, il y a des différences assez notables, notamment entre les organisations qui sont centralisées sur un centre de contact unique et celles qui ont plusieurs points d'entrée. Je pense notamment aux banques, aux retail, aux assurances, qui ont du réseau physique et du centre de contact. Donc, plus il y a de points d'entrée, plus ça va être complexe de maintenir une bonne qualité de service. Donc, on va être à 80%, mais certains acteurs sont quand même bien en dessous de ça. Il y a des grandes disparités. Et d'autres acteurs qui sont plus centralisés sont à 90%, voire plus, parfois. 95%, il peut arriver sur les plus matures. Ça, c'est le premier indicateur qu'on constate. Deuxième indicateur, c'est le Graal dans la relation client, c'est, on souhaite tous, savoir apporter une réponse au premier contact. Le First Contact Resolution. Alors, ce KPI, il n'est pas toujours facile à calculer, hein, parce que surtout lorsqu'on est une organisation multicanal, qu'un client peut nous contacter par différents canaux, pas toujours simple à mesurer. Néanmoins, la tendance qui ressort, c'est que 25% des personnes vont réitérer leur contact auprès de l'entreprise. Donc là, on voit un vrai axe d'optimisation pour la relation client. Et le troisième KPI qu'on a souhaité vous partager, on a plus que ça, mais on va faire un choix entre se limiter à 3 pour aujourd'hui. Le troisième KPI, c'est le potentiel d'autonomie. Je pense qu'un des souhaits forts des entreprises pour réduire les coûts et améliorer la qualité de service, c'est pouvoir avoir des clients autonomes. Alors, c'est un souhait fort de l'entreprise, mais également du client. Hein. Aucun client ne prend un plaisir particulier à appeler une entreprise lorsqu'il appelle le service client d'une entreprise. Donc, le client souhaite également être autonome. Donc, on voit qu'en moyenne, on estime qu'environ 30% des motifs sont self-carisables. Et donc, c'est également un axe d'optimisation important. Voilà. Donc, sur la slide suivante, on va voir qu'on a identifié plusieurs leviers possibles pour optimiser ces KPI. Le premier levier, c'est prendre la main sur les parcours de contact, hein, pour justement orienter vers la meilleure solution via le bon canal, selon ce que l'entreprise peut traiter et ce que l'entreprise souhaite traiter. Hein, c'est un bon moyen pour favoriser l'autonomie des clients et orienter vers ce qui est le plus efficace. C'est notamment la fonction de valeur de Dial-Once. Deuxième aspect également important, c'est avoir des agents qui vont avoir un outil unique pour répondre aux informations. Parfois, des agents encore qui ont plusieurs outils. Donc, quand vous trouvez la réponse avec le client au téléphone, ça peut être compliqué. Donc, information centralisée, bien documentée et qui permet donc de bien guider le client et le conseiller ainsi pour apporter la bonne réponse et donc favoriser la résolution au premier contact. Troisième aspect, le workflow management, qui sert donc à mieux sizer les équipes selon les pics de contact ou selon les moments de contact importants pour garder une bonne qualité de service, un bon taux de décroché au niveau souhaité. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'aspect organisationnel et RH qui va servir à bien organiser les équipes, assurer la montée en compétences des équipes,
des collaborateurs et du coup ainsi limiter le turnover et capitaliser son équipe qui est une organisation apprenante. Voilà les 4 principaux leviers. Maintenant, le mieux, c'est de donner la parole à nos invités qui vont nous donner leur perception sur ce sujet-là. Tout à fait. Du coup, dans le cadre de cette interview, en première question, ce qu'on a prévu, c'est dans le cadre de la gestion des demandes clients, quels sont les facteurs clés de satisfaction selon toi, Sandrine? Alors, d'abord, je crois qu'il faut qu'on dise qu'on a des clients de plus en plus exigeants qui s'attendent à avoir finalement la même qualité de service avec leur banquier ou leur assureur que ce qu'ils peuvent avoir dans d'autres environnements de consommation. La première étape, ça ressortait dans le slide tout à l'heure, c'est la première attente, c'est ce qui ressortait dans le slide, c'est-à-dire l'immédiateté. Les clients ne veulent plus attendre de longues minutes, ils ne veulent plus rappeler plusieurs fois pour obtenir leur service client. Et ce qui vaut sur le téléphone, c'est intéressant de voir que ça arrive aussi sur le mail, où la promesse de 48 heures, qui était à peu près la promesse standard, est de plus en plus challengée par rapport aux autres environnements de consommation. La deuxième attente, nous, que l'on observe, c'est le besoin de personnalisation. C'est-à-dire que le client, il veut être connu, il veut être reconnu, il n'a pas envie de raconter à chaque interlocuteur qu'il peut contacter ou chaque canal qu'il sollicite son histoire. Il s'attend en fait que nous, banquiers, ayons une vision omnicanale de ces interactions. Et ce n'est pas toujours facile à réaliser pour des banques qui ont un corps système parfois qui nous complique, et vous le disiez, notamment sur la partie physique où on n'a pas toujours la captation des événements. Un autre aspect intéressant de la personnalisation, c'est sur les offres commerciales. Ils s'attendent là aussi à ce qu'on leur fasse des offres ciblées en adéquation avec le moment de vie qu'ils sont en train de vivre. C'est un peu fini aussi l'époque où on faisait des campagnes sortant avec ce que j'appelle le catalogue de la redoute, c'est-à-dire la promotion du mois. Non, là, les clients sont vraiment en attente de personnalisation des offres commerciales. Et puis, la troisième attente, ça a été dit également, elle est de plus en plus forte, c'est ce besoin d'autonomie. Les clients ont envie de faire de plus en plus d'opérations à distance, y compris, et c'est important de le préciser, lorsqu'ils choisissent des banques à réseau, ce qui pourrait être paradoxal, mais ils ne veulent pas être bridés, y compris sur des produits complexes, comme le crédit immobilier, ou y compris dans des banques à réseau, on voit de plus en plus d'appétence de nos clients à aller sur le à distance. Et ce besoin en fait d'autonomie, il implique tout de suite un corollaire, c'est la simplicité des parcours. Il faut que les parcours soient fluides, qu'ils soient efficaces. Et ça aussi, ce n'est pas toujours évident pour nous, banques traditionnelles. On doit aussi faciliter l'accès aux services bancaires. Fini l'époque où on cachait les numéros au fin fond d'un site Internet. Le client doit aussi pouvoir choisir son canal d'interaction. Je crois que rien de pire que de dire à un client pour ce type de demande, il faut faire un courrier, voire pire un mail ou voire pire un courrier. Et donc, il y a ce que vous disiez aussi, de pouvoir changer de canal. Combien de fois on commence sur le digital, on vient prendre un conseil en service client, on va finaliser dans une agence bancaire ou un bureau de poste en ce qui nous concerne. Voilà en synthèse les 3 plus grosses attentes de nos clients aujourd'hui. Merci beaucoup. Et toi, Ludovic, qu'en penses-tu? Alors, je suis bien évidemment d'accord avec beaucoup de choses qui ont très bien été exprimées par Sandrine et par vous. Effectivement, en résumé, les attentes du client, c'est de la réactivité et de la qualité de service. C'est-à-dire qu'il faut des personnes disponibles pour répondre de manière réactive, puisque les attitudes consuméristes de nos clients ont évolué. Effectivement, ça zappe, ça n'attend plus, ça veut tout de suite une réponse. Par contre, ils attendent aussi une vraie compétence dans la qualité de réponse et de prise en charge du client. Et la réactivité, la disponibilité, la joignabilité n'est rien sans la capacité à répondre efficacement au client pour limiter son irritabilité, la réitération d'appels, le fait qu'il revienne à la charge vers un autre interlocuteur. Donc les corollaires à tout ça, c'est effectivement faciliter le partage du client, parce que bien évidemment, un conseiller, quand il est conseiller référent de son client, ne peut pas être disponible à tout moment sur tous les canaux. Donc ça nécessite automatiquement
d'avoir des appuis derrière ce conseiller référent, une solidarité, une force du collectif pour réussir à prendre en charge le besoin du client. Ça nécessite une personnalisation, comme ça a été dit, donc reconnaître le client. Le client veut être connu, reconnu, et donc donner les éléments pour faciliter ce partage du client et le partage de la relation client, mais également identifier efficacement son besoin pour le distribuer auprès d'une bonne personne qui a la compétence et qui a également les bonnes postures pour répondre aux clients, c'est-à-dire la satisfaction client qui est notre finalité. Tout ce qu'on le fait, on le fait pour avoir une vraie satisfaction client. Ça nécessite également des postures d'entraide, des postures de prise en charge du client. C'est-à-dire que le conseiller, la personne qui prend en charge du client, doit être dans une posture vraiment de prise en charge de la demande de bout en bout, en garantissant le fait qu'on apporte un besoin au client. Donc les corollaires aussi à tout ça, c'est d'assurer ce service à toute heure. Et donc, ça revient effectivement à des parcours en autonomie qui sont efficaces et simples et qui permettent de proposer des canaux alternatifs pour faciliter l'autonomie du client et la prise en charge de son besoin de manière autonome. Très, très enrichissant. Je vous propose de passer sur la deuxième question, qui est d'ailleurs une vaste question. Au regard des différents canaux mis à disposition de vos clients, comment structurez-vous votre stratégie omnicanal et vos parcours de contact? Pour quels objectifs? Via quel levier? Chez Crédit Agricole Normandie Seine, par exemple, Ludovic. Oui, alors une question très complète. Alors, notre stratégie omnicanal, elle est structurée en cible autour d'un conseiller omnicanal référent qui est en capacité d'interagir avec son client par le canal qu'il a choisi. C'est-à-dire que si le client nous contacte par un canal, il faut qu'il ait l'interlocuteur qui va bien, qui a la bonne compétence pour répondre à son besoin sur ce canal-là. Donc ça nécessite donc que tout en cible, tous nos conseillers soient omnicanaux. C'est-à-dire que ce soit pas le canal qui détermine la compétence et l'acteur qui répond, mais bien le besoin et l'intention. Le canal n'étant que le moyen de traiter l'intention et le besoin du client. Donc, dans l'idéal, c'est effectivement d'offrir l'ensemble des canaux et de mesurer à la fois l'intensité relationnelle, le niveau de partage, la qualité de service et la qualité de la relation client qui a été distribuée par tous les canaux. Bien évidemment, dans la réalité, on part d'une stratégie omnicanale qui est visée à avoir des équipes dédiées pour certains canaux, qui nécessitait la mise en œuvre d'outils spécifiques, mais qui vise, dans un second temps, à se structurer autour d'un collaborateur et de collaborateurs omnicanaux à qui on offre l'ensemble des canaux permettant de répondre aux besoins du client et d'avoir un fil de suivi et d'historique de leur relation client qui agrège l'ensemble des contacts par quel que soit le canal utilisé, même les canaux, bien évidemment, d'autonomie. Et toi, côté la Banque Postale, Sandrine? Alors, on a lancé un vaste programme de transformation pour avoir une stratégie omnicanal et des parcours plus efficients. On a commencé, ce que je disais tout à l'heure, et on a construit ce programme en fait en miroir des attentes clients. Donc, on a commencé back to basic par restaurer l'accessibilité à la fois de notre réseau physique et aussi de nos centres de relations clients. On était en difficulté. On a pris un certain nombre de mesures pour atteindre cette accessibilité. D'abord, on a passé l'ensemble de nos flux en national, notre flux 36-39, ce qui nous a permis d'avoir une meilleure résilience dans le temps d'attente client et puis en même temps, en cas de pic d'appel, et en même temps de réduire le temps d'attente client. On a d'autre part externalisé notre assistance informatique qui est essentiellement réalisée sur les CRC. On a externalisé auprès de notre partenaire Majorel, ce qui permet en fait de mieux accompagner nos clients dans la connexion et dans la navigation de nos outils de self-care, parce qu'on a évidemment un enjeu aussi de digitalisation et notre accessibilité était basse et donc on n'était pas à la hauteur des enjeux sur cet aspect-là. Et la dernière mesure qu'on va prendre, et on vient de lancer en fait un pilote sur ce sujet, c'est un callbot qu'on a lancé en pilote. Alors, on a des courbes d'appel qui sont assez spécifiques liées à notre mission de service public
où on a une part de clients fragiles à la Banque Postale qui est importante par rapport à nos concurrents. Et c'est vrai qu'en début de mois, au moment du versement des prestations, nous avons des pics d'appels qui fait qu'on a du mal à résister. Et ce callbot va nous permettre en fait de router les motifs de solde de compte, d'arriver d'un virement CAF ou ACEDIC vers ce callbot pour là encore augmenter notre accessibilité. Alors, pour répondre aux enjeux de personnalisation dont je parlais tout à l'heure, on a déployé le langage naturel il y a à peu près 1 an. Alors, ça permet 2 choses. D'abord, d'améliorer l'expérience client, puisque le client vocalise simplement en fait le motif de son appel sans avoir à jouer avec les touches. Voilà. Et d'autre part, ce langage naturel nous permet aussi d'avoir une vision fine du motif de l'appel. Et donc, couplé avec l'accueil dynamique, le routage intelligent, ça va nous permettre de déployer une organisation par compétences, là aussi pour répondre à la fois au taux de résolution au premier contact, c'est-à-dire que le conseiller qui va prendre en charge le motif d'appel aura le bon périmètre d'opération pour traiter au premier contact la demande, mais aussi, comme le disait Ludovic, la posture relationnelle adaptée, parce que bien sûr, on ne traite pas un client fragile comme on traite un client patrimonial. Donc, l'organisation par compétences que l'on est en train et que l'on va déployer va nous permettre d'affiner notre stratégie de routage et du coup notre prise en charge de clients. Et un autre effet positif, et c'était aussi rappelé dans les slides tout à l'heure, de cette organisation par compétences, c'est qu'on va pouvoir proposer à nos collaborateurs un parcours RH beaucoup plus évolutif, où ils vont pouvoir commencer des compétences les plus faibles jusqu'aux compétences les plus compliquées. Notre ambition, c'est d'offrir en fait 100% des services à distance pour l'ensemble de nos clients, du plus fragile au patrimonial, en ayant un modèle relationnel qui privilégie le conseiller dédié sur les clients en jeu et qui incite les clients plus mass market, voire en difficulté, en grande difficulté, vers les call centers. L'autre enjeu que l'on a, et là-dessus on doit progresser à la Banque Postale, c'est de capter davantage du lead issu du digital. On l'a dit tout à l'heure, l'enjeu d'autonomie fait qu'on risque d'avoir des pertes de contact avec nos clients. Et donc, le fait de capter des opportunités via du chat, du callbot, du click-to-call, notamment sur nos pages stratégiques, de devenir client pour les prospects, de pages commerciales, assurance, crédit conso, ça va nous permettre de développer ce fameux couplage humain-digital pour qu'on tire du digital beaucoup plus d'opportunités commerciales que ce que l'on fait aujourd'hui. Merci, c'est très clair. On a quelques questions, Adrien, je vois dans le chat. Ouais, j'ai une première question de Ludovic. On te demande comment est-ce que tu gères la formation et l'accompagnement des conseillers qui traitent tous les canaux ou qui gèrent plus de canaux. Alors, aujourd'hui, on a plusieurs modèles. On a déjà mis en place un dispositif d'animation des usages autour de la joignabilité pour faciliter l'appropriation des nouveaux canaux. On revoit également les normes d'activité pour laisser la place et la disponibilité pour gérer ces canaux. Bien évidemment, les quotas de normes d'activité, quand on demande plus d'interactions mail ou téléphoniques, doivent également être vus. Donc, c'est également une démarche qui est en cours. On a des outils, bien évidemment, qui les aident dans l'appropriation, des outils de base de connaissances qui les aident notamment dans l'appropriation de ces nouveaux outils. Et après, c'est surtout une démarche de change, de conduite du changement, de monitorat qui revient de manière récurrente tous les 3 mois auprès des collaborateurs pour les accompagner dans ces postures et dans l'appropriation de ces nouveaux canaux. J'espère répondre aux besoins, à la question. Merci Ludovic. Et une question pour Sandrine, je pense, par rapport au callbot, savoir si le callbot que vous avez testé, c'est un pilote, vous avez testé sur les pics. Alors,
Oui, alors c'est bien un callbot. Elle s'appelle, je ne sais pas si on dit il ou elle d'ailleurs, c'est Lucie, notre callbot. Donc notre ambition sur ce pilote qu'on vient de démarrer, comme je le disais, c'est qu'on l'active uniquement lors du début du mois, c'est-à-dire là où on a ces pics d'appels qu'on n'arrive pas à traiter. Et uniquement sur des motifs d'appel liés autour du solde de compte ou de l'arrivée d'un virement. Donc, on n'a pas encore vocation, Ludovic disait que pour amplifier les plages horaires. Ça, c'est des réflexions qui viendront dans un deuxième temps. Mais notre première priorité, c'est d'être meilleur sur cette première semaine du mois en termes d'accessibilité. Et ça n'empêche pas qu'on puisse ensuite à tout moment aller sur un acteur humain lorsque nos clients les plus fragiles ont besoin d'avoir l'accompagnement d'un conseiller ou d'une conseillère. Merci pour cette réponse. Je propose de passer à la dernière question de l'interview afin de se projeter un peu tous ensemble sur quelles sont vos ambitions et convictions justement sur l'avenir de la gestion des demandes clients. Sandrine. Alors, l'ambition de la Banque Postale, elle était levée puisque nous avons notre programme de transformation qui vise à devenir la banque préférée des Français à 2030. Donc, ça nous amène effectivement à une transformation profonde de notre organisation, de nos process et de notre exigence en matière de qualité de service. Et pour la partie relation client dont j'ai en charge, c'est de devenir dans les 5 ans, de rejoindre le podium de la relation bancaire dans les 5 ans. Alors, on a structuré notre programme de transformation pour la partie front office et centre de relations clients autour de 3 finalement paliers. Donc, les 2 premiers, on en a parlé, c'est-à-dire l'accessibilité, être au-dessus de 80% sur l'ensemble des plages horaires, sur tous nos flux et évidemment disponible aussi sur nos autres canaux. Le deuxième enjeu, c'est la personnalisation et donc on va avoir aussi, comme Ludovic, tout un travail de formation de nos conseillers pour avoir une posture relationnelle la mieux adaptée au profil de nos clients, avec l'ambition d'atteindre l'excellence relationnelle. Donc ça passe par beaucoup de travail autour de la culture client, de l'amélioration de la prise en charge. On vient de lancer un challenge, les étoiles de la relation client, qui va nous permettre de sélectionner les meilleurs appels et avec un prix spécial remis par le COMEX de la banque, parce que notre ambition, c'est de faire entendre la voix du client à tous les étages de notre organisation. Ensuite, on aura un troisième palier qui est en fait la gestion des émotions, parce que je pense que ça rejoint un peu ma conviction personnelle. Ce qui fera la différence demain entre les marques, ce ne sera pas forcément les produits, les tarifs, les offres que l'on peut faire, parce que quelque part, on a les uns et les autres un peu tous la même offre de service. Mais moi, je crois que ce qui va faire la différence, ça sera l'humain et notamment la capacité de générer ces émotions. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière derrière la notion d'émotion? C'est en fait le niveau d'écoute, d'empathie, de surprise que sont capables de générer nos équipes, au-delà finalement de ce à quoi s'attend le client lorsqu'il compose un numéro de service client. Et c'est ça qui permet en fait d'engager les clients dans la durée, soit en faisant des ambassadeurs de la marque, parce qu'ils ont été marqués par l'expérience qu'ils ont vécue en CRC, soit en étant consommateurs de produits et services. Au final, ce que l'on recherche, parce qu'on est avant tout des banquiers. Mais de ton côté, Ludovic? Alors, on a tous des ambitions un peu communes, notamment d'être la banque préférée de nos clients sur notre territoire. Mais enfin, notre ambition, c'est vraiment d'avoir une distribution de nos canaux qui soit au choix du client. C'est-à-dire de ne pas imposer un mode relationnel au client, mais que ce soit vraiment le client qui choisisse, en favorisant notamment la relation humaine, notamment
pour favoriser une prise en charge exhaustive des besoins du client. C'est-à-dire qu'il vient pour un besoin, mais il faut qu'on réussisse vraiment à avoir un contact argumenté avec ce client quand il vient à notre rencontre. On a une qualité de relation client qui est bien supérieure lors d'un contact entrant par rapport à un contact sortant où on le dérange. Par conséquent, le contact entrant traité par un robot n'est plus une vraie ambition et un objectif, puisque c'est un contact avec une vraie opportunité de relation commerciale, avec une vraie volonté du client de se mettre en relation avec nous. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut lui accorder le temps, la compétence suffisante pour aborder l'ensemble des rebonds commerciaux et des besoins qui peuvent être traités auprès de ce client par rapport à ses moments de vie, par rapport à ses moments de vérité également, c'est-à-dire sur ses équipements déjà obtenus, en faire aussi une revue si c'est nécessaire, de manière vraiment à apporter une vraie valeur de conseil et une vraie valeur ajoutée aux clients. C'est-à-dire que dans une relation bancaire, aujourd'hui, on doit de plus en plus développer cette valeur de conseil au profit du client. Ça passe par quoi? Donc par l'écoute du client avec des canaux au choix du client. Ça passe aussi par une orchestration unique de tous les canaux dans un orchestrateur unique de manière à gérer une disponibilité et une distribution des canaux efficaces. De développer également l'expertise et la relation à trois pour garantir le Force Contact Resolution, non pas le Force Call, mais le Force Contact Resolution, que ce soit par un appel téléphonique, un mail, un chat, et d'utiliser le cross-canal quand c'est nécessaire pour réellement avoir ce bandeau omnicanal qui pilote la relation, qui pilote les flux autour du conseiller et qui lui permettent de faciliter le traitement de tous ces canaux en ayant une gestion de la disponibilité unique sur son canal physique, mail, téléphonique, chat, réseaux sociaux, messagerie instantanée, même sur ses tâches opérationnelles qu'il peut avoir à traiter, venir en appui aussi d'un client qui a un besoin d'accompagnement à l'autonomie, de manière aussi à éduquer nos clients vers l'appropriation de ces nouveaux outils et de ces nouveaux canaux. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une bonne coordination des canaux par un cœur et un outil, une solution unique, et avoir surtout une bonne coordination des besoins du client par un référent unique qui le suit. Voilà nos grandes ambitions concernant la gestion de l'omnicanalité et des besoins du client par l'omnicanalité. C'est très clair pour moi. Je vois ça réagit, qu'on a d'autres questions, justement, pour nos intervenants. Une question pour Ludovic. Comment penses-tu gérer le canal physique en disponibilité? Beaucoup de l'omnicanal, mais... Alors, tiens, je connais quelqu'un qui pose la question. Alors, l'objectif, c'est d'utiliser en fait des bornes digitales au niveau de nos agences qui permettent en fait de dématérialiser et de digitaliser le flux physique. C'est-à-dire qu'en fait, nos clients se signifient, soit ils avaient un rendez-vous, soit ils passent à l'impromptu. Ils rentrent du coup dans une file d'attente qui est prise en charge par les conseillers de l'agence. Et si les conseillers de l'agence ne sont pas disponibles, on a cette capacité à les emmener dans des SAS à terme qui permettra de dématérialiser le flux physique pour aller chercher de la disponibilité hors agence de proximité. Il faut bien voir que la question du flux physique est très intéressante puisque, en gros, la volonté du client à être servi en réactivité est forte, mais son besoin de proximité et d'être géré en proximité est tout aussi fort. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus un marché qui se recentre sur la proximité, sur les circuits courts, et où le client doit avoir le sentiment d'être géré en omnicanalité comme il serait géré physiquement avec les mêmes relais de proximité. C'est-à-dire qu'il ait le sentiment vraiment d'avoir une relation de proximité, quel que soit le canal. La relation peut être gérée à distance, mais avec un acteur le plus proche possible de son contexte géographique, de ses besoins, des besoins du territoire, et qui permettent vraiment d'avoir une vraie personnalisation de ce besoin avec une connaissance de son contexte de proximité. Donc, le flux physique est géré par la dématérialisation, par les biais de bornes d'accueil digitales, pour résumer. Merci Ludovic. Une question également d'Elisa. Comment définir les étoiles de la relation client? Sur quels critères? Alors en fait, on a 4 catégories de prix que l'on va décerner. Le prix de la meilleure personnalisation, le prix de l'émotion, le prix du meilleur appel sortant et le prix du meilleur rebond commercial. Et en parallèle de ce challenge, en fait, on a
développer le débrief d'appel avec une grille qui permet d'avoir alors non pas un script, hein, mais en tout cas un cérémonial d'appel pour qu'on arrive progressivement vers une signature relationnelle. Et c'est cette grille qui nous sert au débrief d'appel de nos managers que l'on utilise pour évaluer les appels. Tous les sites participent. Chacun, en tout cas, a l'obligation de donner un nombre minimum d'appels pour qu'on ait un panel suffisant. Et puis, ce prix spécial, c'est aussi montrer l'importance qu'a la Banque Postale et en tout cas la tournure qu'on veut prendre vers la qualité de service en décernant ce prix spécial du COMEX. Merci. C'est très clair. Je regarde. Ah, on a une nouvelle question pour Ludovic. Ouais, une grande question, je ne vais peut-être pas la lire parce qu'elle est très longue. Je peux laisser la lire, Ludovic. Ouais. Alors, les deux modèles vont coexister. Il y a encore des canaux comme le chat qui, pour l'instant, sont gérés au sein de canaux dédiés. On a également des canaux, notamment sur le traitement des leads chauds du web, qui nécessitent un fort niveau de réactivité et qui peuvent encore être gérés par des organisations dédiées par canaux. La cible reste malgré tout de s'orienter vers des interlocuteurs, les interlocuteurs uniques, puisqu'en fait, le besoin, quel que soit le canal utilisé, le besoin exprimé nécessite une compétence bancaire. Une compétence et une expertise bancaire, assurance ou immobilier, qui nécessite non pas une expertise pour le canal, mais vraiment une connaissance du métier. Après, si le conseiller est correctement équipé, et avec un bandeau et une solution, un bandeau omnicanal unique et une solution d'orchestration unique, les canaux seront gérés par l'outil et mis en disponibilité auprès du conseiller par cet outil-là. Notre objectif, et quand je citais ces organisations-là, c'était bien en termes d'ambition. Il va falloir trouver la trajectoire pour résorber ces organisations dédiées par canaux, de manière à avoir des organisations centrées autour des expertises et des compétences. L'objectif n'étant pas le traitement du canal, mais étant le traitement du besoin du client. La finalité, c'est la satisfaction client, c'est la réponse aux besoins métiers, aux besoins et à l'intention métier du client. Donc, l'objectif est bien évidemment d'avoir une organisation centrée sur l'expertise plutôt que centrée sur le canal. Merci, c'est très clair. Je ne vois pas forcément d'autres questions dans le chat. Je regarde juste tout ça. Ah, si, on a une dernière question. Justement, sur quelle stratégie pour les digital natives, Sandrine? Alors, en fait, on a effectivement une filiale de la Banque Postale qui est Ma French Bank, qui est aussi une filiale 100% digitale qui permet, qui est une réponse à nos jeunes générations. Après, on n'a pas aujourd'hui, en tout cas, au moment de notre plan de transformation, on n'a pas prévu de prise en charge spécifique au niveau des centres de relations clients sur cette population-là. En revanche, c'est plus à travers l'offre digitale qu'on multiplie les canaux là aussi, la présence sur les réseaux sociaux pour être plus dans leur terrain de jeu. Voilà, sur en gros la stratégie côté la Banque Postale. Et côté Crédit Agricole? Alors, nous, les constats qu'on a fait, la stratégie autour des digital natives, elle existe. Toutefois, on s'aperçoit quand même que même au sein des digital natives, il y a une forte disparité. Parce qu'ils ont beau être digital natives, ils sont pas bancaires et assurances natives. Donc, leur appétence à traiter le sujet bancaire et leur besoin de conseil par rapport à ces éléments-là, leur capacité à aller rapidement vers l'autonomie, on s'aperçoit qu'on ne l'obtient pas forcément autour, en tout cas sur le besoin bancaire, assurance, on ne retrouve pas ces appétences des digital natifs par rapport à des solutions comme les réseaux sociaux, comme des TikTok ou des choses où ils y vont nativement et où c'est vraiment dans leur quotidien avec une vraie appétence naturelle au sujet. On ne retrouve pas cette même aisance, cette même autonomie des digital natives sur les besoins bancaires. Par conséquent, ils s'inscrivent dans une trajectoire d'autonomie sur ceux qui ont à la fois
un premier niveau d'appétence bancaire et assurance, une certaine maîtrise des outils et des fonctionnements bancaires qui les amène et qui les dirige naturellement vers l'autonomie, mais c'est pas le fait qu'ils soient digital native qui les amène vers l'autonomie bancaire. En tout cas, c'est les constats qui sont évoqués, qui sont constatés aujourd'hui. Et donc, il y a une approche en termes d'offres, en termes de besoins qui est liée en termes marketing au digital native. Par contre, sur l'utilisation des canaux, sur l'autonomie, on ne retrouve pas ces mêmes appétences au niveau de ces générations-là sur les besoins bancaires, assurances et immobilier. Il y a un canal qu'on aimerait bien tester, nous aussi, c'est le messaging. Là aussi, c'est une attente, enfin, en tout cas, un canal. Comme ça, on se dit que nos digital natives sont appétents sur ce type d'interaction bancaire. Absolument, messagerie instantanée. C'est un canal vraiment privilégié de relations où aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas une complexité particulière, ils restent sur ce canal-là pour creuser plus loin et s'ils n'ont pas la réponse attendue ou satisfaisante, ils vont basculer sur la voie. Mais effectivement, moi je rejoins parfaitement Sandrine. La principale stratégie autour des digital natives, c'est la messagerie instantanée, l'utilisation SMS, WhatsApp, Instagram et autres en relation personnalisée avec leurs conseillers, parce que c'est encore une relation de proximité quand même assez personnalisée sur ces canaux-là qui sont mis en avant. Enfin, de notre constat, hein, bien évidemment. Merci beaucoup. Juste pour revenir sur les deux sondages qu'on vous a posés, ce qu'on constate sur quel niveau de qualité de service constatez-vous sur 2021, on a plutôt des résultats homogènes, avec pour 73% des répondants entre 75% et 85%, avec justement un niveau de qualité de service qui varie en fonction du secteur, comme le disait Adrien. Toutefois, sur le sondage, quel volume de contacts estimez-vous self-carisables? Là, on est plutôt sur un niveau hétérogène de réponses. Donc, ça va du moins de 15% à plus de 50%, ce qui illustre bien qu'en fonction du niveau de maturité, je dirais, de l'entreprise, on peut avoir un pourcentage qui diffère. Afin de clore ce webinaire, je tenais à remercier vivement nos deux invités, Sandrine Beltran et Ludovic Moget, pour leur témoignage éclairé sur ces problématiques clés pour les entreprises autour de la gestion des demandes clients, comme l'atteste le nombre de participants à ce webinaire-là. Je remercie également tous ceux qui se sont connectés. Nous vous enverrons le replay de ce webinaire-là pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Également, un point important, nous vous ferons parvenir en exclusivité notre benchmark TNP Dial Ones, avec plus de détails sur les différents indicateurs clés collectés auprès de plus de 200 entreprises multisectorielles. Merci beaucoup et à très vite. Merci. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Je me déconnecte. Merci. Merci beaucoup, Sandrine et Ludovic. Je me déconnecte aussi alors. Bonne journée. Bonne journée. Et à bientôt. À bientôt.